Dans la nuit du 18 août 1227, les steppes de Mongolie étaient impitoyablement battues par une tempête estivale. Les éclairs déchiraient le ciel et le grondement du tonnerre se mêlait aux hurlements du vent. À l'intérieur de la tente impériale, parmi des tapis persans détrempés et des soies kiboshus qui ne pouvaient plus dissimuler la décadence, gisait l'homme qui avait asservi la moitié du monde. Gengis Khan, le conquérant invincible, respirait avec difficulté, son corps marqué par des cicatrices anciennes et récentes, son sang jaillissant comme une rivière sombre impossible à la contenir. Le chef qui avait étendu sa domination des steppes aux confins de l'Eurasie n'était plus qu'un vieil homme vaincu par sa propre chair. À ses côtés, vente debout, une figure inattendue. Une princesse tangoute d'à peine 16 ans tenait fermement une dague dissimulée dans un peigne de jade. C'était Gurbeldin Koutoum, la fille Bartin de l'empereur ennemi, livrée comme épouse officielle au conquérant qui avait anéanti son peuple. Pendant 3 ans, elle avait joué le rôle d'une épouse docile, obéissante et silencieuse, observant, apprenant, attendant l'instant parfait. Cette nuit entre le fracas du vent et le craquement des bois, elle sut que le moment était dévenu. Il n'y eut pas de cri pour alerter les gardes, seulement le rugissement de la tempête et le son sourd du tissu déchiré par la lame. Le Khan tenta de se redresser, mais l'impact fut immédiat. Une coupure précise, irréversible, qui le laissa impuissant et saignant sur les mêmes soies sans qu'Yavéant avait été témoin de ses excès. Pendant des années, il avait réduit des milliers de femmes à de simples objets de possession, des corps catalogués, numérotés, distribués parmi ses soldats. Maintenant, il était lui-même réduit à l'essentiel. Un corps fragile, vulnérable, condamné à mourir lentement tandis qu'une jeune femme l'observait en silence. La scène était l'inversion parfaite de son empire de terreur. Il n'était plus le conquérant qui se croyait élu par le ciel, mais un homme confronté à la justice intime d'une victime devenue vengeresse. Gurbeldin ne tremblait pas, ne pleurait pas, ne suppliait pas. Elle restait sereine, assise dans un coin de la tente, nettoyant méticuleusement la lame avec le calme de celle qui sait avoir accompli son destin. Chaque goutte de sang qui tombait sur les tapisseries était un écho de milliers de femmes oubliées, des cris étouffés dans les camps, des générations brisées par la violence systématique. À cet instant, l'histoire changea de cours. Le mythe du conquérant immortel se brisait sous le regard d'une adolescente qui refusait d'être un numéro de plus dans les registres impériaux. La tempête dehors semblait accompagner le moment, comme si la nature elle-même célébrait l'effondrement du tyran. Ce n'est pas la version qui figure dans les manuels d'histoire. Les chroniqueurs officiels ont caché la vérité, la déguisant avec des récits de blessures de bataille ou de maladies soudaines. Mais dans les chants transmis en secret, dans les murmures des femmes du harem, une autre narration a survécu, celle de la princesse qui a transformé la peur en patience et la patience en justice. Si jamais vous vous êtes demandé quelles histoires se cachent sous les pages propres des livres scolaires, quelles vérités restent enfouies parce qu'elles sont trop dérangeantes, celle-ci en est une. La fin de Gengis Khan ne fut ni glorieuse ni héroïque, mais intime et humiliante, une fin qui révèle l'autre face de son empire. Et pour comprendre comment on en est arrivé à cette nuit de tempête, il faut remonter le temps, jusqu'à la naissance d'un enfant nommé Temujin, dans les steppes glaciales de 1162. Pour comprendre la nuit où le mythe s'est brisé, il faut remonter 6 décennies en arrière, jusqu'aux vastes steppes de Mongolie en l'an 1162. C'est là que naquit un enfant, nommé Temujin, destiné à devenir Gengis Khan. Son arrivée au monde ne fut pas un événement glorieux, mais le début d'une vie marquée par la violence, la trahison et la perte. Son père, Yesugei, chef d'un petit clan, évoluait constamment entre alliances fragiles et affrontements avec des tribus rivales. Dans cet univers, la violence n'était pas l'exception, mais la coutume. Chaque festin pouvait se terminer dans le sang, chaque pacte empoisonné par l'ambition. Quand Temujin n'avait que 9 ans, son destin prit un tour irréversible. Lors d'un banquet diplomatique, son père fut empoisonné par des ennemis qui ne pardonneraient jamais son audace. La mort de Yesugei fut plus que la perte d'un géniteur. Elle signifia la ruine de toute sa famille. Sans la protection du chef, mère et enfants furent expulsés, condamnés à errer dans les steppes glaciales, sans bétail, sans alliés, survivant à peine avec des racines, des herbes amères et de petits animaux chassés à la main. Cependant, ce qui marqua réellement le cœur du jeune homme ne fut ni la faim ni le froid.
Ce fut le destin de la femme qu'il aimait depuis l'enfance, Burt, qu'il épousa à 22 ans. Peu après le mariage, une attaque des Merkits s'abattit sur leur camp à l'aube. Ils ne cherchaient Byers ni bétail ni armes. Ils voulaient surtout se venger. Des décennies auparavant, le père de Temujin avait enlevé la mère de leur chef. Maintenant, la dette devait être payée de la même monnaie. Sous ses yeux impuissants, Burt fut emporté par les cavaliers ennemis tandis qu'il réussissait à s'enfuir à cheval. Les cris de son épouse se perdirent au loin, mais restèrent grand franc à rester gravés dans sa mémoire comme un écho éternel. Pendant 8 mois, Temujin n'eut aucune nouvelle d'elle. 8 mois durant lesquels l'imagination devint son plus grand tourment. Chaque jour, il recréait les humiliations que Burt devait subir. Chaque nuit, il nourrissait une haine qui le consumait plus que la faim. Quand il réussit enfin à la secourir, la réalité le frappa d'une blessure encore plus profonde. Burt était enceinte. L'enfant Jochi naquit sous l'ombre du doute, et ce doute n'abandonna jamais Temujin. Il ne posa jamais de questions, n'exigea jamais d'explications, ne mentionna jamais ce qui s'était passé. Le silence fut sa manière de maintenir l'apparence de normalité. Mais au plus profond de son être, quelque chose se brisa pour toujours. Ou peut-être ne se brisa-t-il pas, mais une nouvelle obscurité naquit en lui. Car à partir de ce moment, Temujin ne serait plus simplement un homme cherchant à survivre dans les steppes hostiles. Il se transforma en quelqu'un qui ferait de la vengeance et du contrôle sa raison de vivre. Ce qu'il avait subi avec Burt devint le modèle qu'il imposerait à des milliers de femmes par la suite. Il ne permettrait à personne d'autre de lui arracher ce qu'il considérait comme sien. C'est ainsi que commença la métamorphose du jeune homme en le monstre que l'histoire connaîtrait sous le nom de Gengis Khan. Et l'épisode avec les Merkits ne fut pas un chapitre isolé, mais la graine d'un système d'horreur qui dépasserait tout autre conquérant de l'Antiquité. La vengeance contre les ennemis de son clan ne fut que le début, et ce qui semblait être un acte de représailles se transformerait bientôt en une machinerie froide et systématique qui marquerait à jamais son règne. La vengeance contre les Merkits ne fut que l'étincelle initiale. Temujin, qui serait bientôt connu sous le nom de Gengis Khan, ne se contenta pas de les vaincre sur le champ de bataille. Il voulut quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà du militaire. Il cherchait à détruire ses ennemis à la racine. Il ordonna que toutes les femmes Merkits soient évidemment réparties entre ses hommes, non pas comme des épouses légitimes, mais comme un butin vivant, un inventaire de corps. Il sélectionnait lui-même les plus belles, établissant une sorte de classification sinistre. Les vierges avaient la plus grande valeur, les femmes mariées en valaient les moins, et les veuves les comptaient en à peine. Chaque femme recevait une marque sur le cou, un numéro qui les transformait en pièces d'un système organisé. Ce geste apparemment improvisé devint le premier maillon d'une machinerie monstrueuse qui fonctionnerait pendant des décennies. Ces lieutenants apprirent rapidement que la violence sexuelle n'était pas seulement tolérée, mais récompensée. Après chaque conquête, les femmes étaient alignées comme du bétail, minutieusement inspectées et distribuées selon le rang du soldat receveur. Le Khan lui-même se réservait le privilège d'en choisir entre 30 et 50 pour sa tente personnelle après chaque victoire. Au fil du temps, son harem atteignit des proportions impensables. Environ 7000 femmes d'escompte de toutes les ethnies soumises. Chinoises, perses, russes, arabes, tangoutes, chaque groupe avait son propre secteur dans le camp impérial, comme une carte vivante de ses conquêtes gravée sur des corps féminins. Mais ce n'était que la surface. Ce qui était vraiment terrifiant, c'était l'institutionnalisation du système. En 1211, lors de la campagne contre les Jin, Gengis Khan perfectionna sa méthode. La violation ne suffisait pas, il fallait effacer l'identité des peuples ennemis depuis le ventre de leurs femmes. Il ordonna à ses soldats d'enceinte systématiquement les captives avec l'idée que les enfants naissent mongols. Peu importait la mère, ce qui était pertinent, c'était de multiplier le sang de la lignée conquérante. C'était un génocide par l'utérus, une conquête par le sperme. L'engrenage atteignit des dimensions presque industrielles. Partout dans l'Empire furent établies les stations postales appelées Yam, situées tous les 30 km. Officiellement, elles servaient aux messagers et aux communications, mais en réalité, elles fonctionnaient aussi comme des bordels de guerre. Chaque station maintenait entre 20 et 50 femmes destinées au service des voyageurs militaires. Tous les 3 mois, elles étaient remplacées parce qu'elles ne servaient en plus, parce qu'elles tombaient en malade, parce qu'elles mouraient. Et alors,
de nouveaux contingents arrivaient hors des dernières villes conquises. Les administrateurs de ces stations tenaient des registres méticuleux. Âge, origine ethnique, nombre de services rendus, grossesse, décès. Des documents qui révèlent l'ampleur bureaucratique d'un crime de masse. L'horreur était cataloguée, ordonnée en tableaux comme s'il s'agissait de bétail ou de marchandises. Un chroniqueur tangoute nommé Yelu Shukai a laissé par écrit qu'entre 1220 et 1227, plus de 300 000 femmes passèrent par ce système. La plupart ne survécurent pas plus d'1 an. Celles qui tombaient enceintes étaient transférées dans des camps spéciaux où elles accouchaient. Les garçons étaient entraînés comme soldats dès l'âge de 5 ans. Les filles, en revanche, retournaient dans le système à 12 ans, piégées dans un cercle interminable de violence et d'exploitation. Ainsi, ce qui avait commencé comme une vengeance personnelle devint la structure la plus sinistre de domination sexuelle dans l'histoire prémoderne. Un mécanisme conçu non seulement pour soumettre, mais pour exterminer des identités entières et les remplacer par le sceau mongol. L'empire de Gengis Khan ne fut pas bâti uniquement avec des lances et des chevaux, mais avec des corps brisés et des générations brisées en silence. Le système atteignit son expression la plus monstrueuse lors d'épisodes concrets qui restèrent de gravés dans la mémoire des peuples conquis. L'un des plus terrifiants eut lieu en 1220, pendant le siège de Samarcande. La ville résista 5 mois au siège mongol, espérant que ses murailles, sa foi et son courage arrêteraient l'envahisseur. Mais quand elle tomba finalement, ce qui suivit dépassa toute punition imaginable. Gengis Khan ne se contenta pas du pillage ni de l'exécution des chefs. Il ordonna de rassembler toutes les femmes de la ville sur la place principale, sous le soleil écrasant de midi. Elles étaient environ 30 000, des fillettes d'à peine 8 ans aux vieilles femmes de 80. Aucune ne fut exclue, car aucune n'était considérée hors de portée de son système. Là, au milieu de la foule, commença la classification. D'abord, un groupe d'environ 3000 jeunes femmes fut livré en récompense aux soldats les plus braves du siège. Ensuite, près de 10 000 femmes et d'arcs mariés furent distribuées aux troupes régulières. Le reste, les plus âgés et les trop jeunes, furent exécutés immédiatement. Il n'y avait pas de place pour celles qui ne pouvaient être intégrées à l'engrenage. Pendant 3 jours et 3 nuits, les cris emplirent d'autres l'air de Samarcande. Les chroniqueurs persans écrivirent que la rivière Zerafshan se teignit de rouge, non seulement du sang des exécutés, mais aussi de celui des femmes qui se jetaient en des ponts, préférant la mort à l'humiliation. Ce ne fut pas une explosion de barbarie improvisée, mais une procédure froidement calculée. Des médecins de l'armée mongole examinaient en même temps les femmes comme du bétail, évaluant leur santé, leur fertilité et leur résistance. Les scribes enregistraient chaque attribution dans des tableaux méticuleux. Les gardes veillaient à ce qu'il n'y ait ni résistance, ni gaspillage. Celles qui se rebellaient tant y trop étaient exécutées immédiatement et remplacées par d'autres. Le système ne tolérait aucune défaillance. La violence n'était pas chaotique, elle était méthodique. C'était une barbarie administrative, conçue pour ne laisser aucune faille. Gengis Khan supervisait en personne les sélections les plus importantes, faisant preuve d'un œil clinique terrifiant. On disait qu'il pouvait reconnaître la virginité d'une femme rien qu'en observant sa façon de marcher, ou qu'il distinguait la provenance ethnique à l'odeur de la peau. Un homme transformé en catalogue vivant de la soumission qu'il avait lui-même instauré. Samarcande fut le visage le plus monstrueux d'un mécanisme qui fonctionnait déjà en silence dans d'autres villes conquises. Mais là, devant des dizaines de milliers de témoins, il fut clair que ce n'était pas une impulsion sauvage, mais un projet délibéré. Il ne cherchait pas seulement à conquérir des territoires, mais à façonner des générations entières par la violence sexuelle. La ville resta en ruine, sa population décimée, et les histoires de cette horreur se transmirent de bouche à oreille, comme un avertissement, une mémoire et une cicatrice qui ne s'effaceraient jamais. En 1226, durant la campagne contre les Tangoutes du royaume des Xia occidentaux, le destin de Gengis Khan prit un tour inattendu. Ce royaume avait parfois été allié, parfois ennemi. Mais lorsqu'il refusa d'envoyer des troupes pour la guerre contre l'empire khwarezmien, le Khan l'interpréta comme une trahison personnelle. La réponse fut impitoyable. Il rasa ville après ville, exécuta les hommes et absorba les femmes dans sa machinerie de domination. Il ne cherchait pas uniquement une victoire militaire, mais à effacer complètement l'existence de ce peuple.
Au milieu de cette dévastation, l'empereur Tangout offrit sa reddition avec une condition inhabituelle, livrer sa fille, la princesse Gurbeldin Kutum, non pas comme une concubine de plus, mais comme épouse officielle. C'était à peine une adolescente, mais sa beauté et son maintien attirèrent dans l'attention même des ennemis. Grande pour son âge, avec un regard ferme qui ne pliait pas même face à la terreur, Gurbeldin fut conduite à la tente du conquérant. Gengis Khan accepta l'accord. Certains chroniqueurs affirmèrent qu'elle lui rappelait Burt dans sa jeunesse, d'autres disaient qu'il trouvait un plaisir particulier à briser la résistance d'une jeune femme qui restait altière. Pendant 3 ans, Gurbeldin fut gardée près de lui, non pas reléguée au harem général de milliers de femmes, mais dans la tente personnelle du Khan. En apparence, elle était l'épouse soumise, obéissante, complaisante. Jamais elle ne pleurait en sa présence, jamais elle ne suppliait, jamais elle ne se rebellait. Et pourtant chaque nuit, quand il dormait après les beuveries de Koumis, dans son silence intérieur, elle aiguisait le plan qu'elle avait conçu dès le premier jour. Elle observa ses routines, apprit ses faiblesses. Elle remarqua qu'après avoir trop bu, il sombrait dans un sommeil profond, que les gardes s'éloignèrent pendant les tempêtes pour protéger les tentes du vent, qu'il lui faisait suffisamment confiance pour ne pas la fouiller avant de se coucher. Pendant 3 ans, elle joua le rôle parfait d'épouse docile, tout en dissimulant dans le manche de son peigne de jade une petite lame affûtée, souvenir de sa mère avant de mourir. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, elle la touchait en secret, se préparant mentalement pour le moment où elle l'utiliserait. L'opportunité se présenta le 18 août 1227. Dehors, une tempête estivale fouettait le camp mongol. Les gardes s'étaient très distraits, luttant pour maintenir les piquets des tentes contre le vent déchaîné. À l'intérieur, Gengis Khan célébrait, avec plus de koumis que d'habitude, la chute d'une autre ville, Tangout. Ivre, il se laissa tomber sur son lit de soie. Gurbeldin l'assista comme toutes les nuits, se laissa posséder en silence comme toutes les nuits. Mais cette fois, tandis qu'il fermait les yeux, sa main atteignit le peigne dans ses cheveux. D'un mouvement rapide et précis, elle sortit la lame qu'elle avait caressée dans son esprit des milliards de fois. Elle ne visa ni le cœur, ni la gorge. Elle choisit une coupure plus symbolique et dévastatrice. La blessure fut profonde, irréversible, une entaille nette qui sépara le violeur de son arme. Le Khan fut sous le choc absolu. Il tenta de crier, mais la tempête noya tout son. Il saignait de manière incontrôlée, essayant d'arrêter l'hémorragie avec les étoffes qui furent bientôt trempées. Elle ne s'enfuit pas. Il n'y avait nulle part où aller. Elle s'assit dans un coin de la tente, observant comment l'homme le plus puissant du monde se réduisait à un vieil homme sans défense. Pendant des heures, ou peut-être des minutes qui parurent éternelles, elle écouta ses promesses en mongol, en chinois, en tangout. Il lui offrit richesse, clémence, pouvoir, elle ne répondit pas. Elle ne fit que le regarder avec le calme de celle qui contemple l'accomplissement d'un destin inévitable. Et quand les spasmes commencèrent, quand le corps du grand conquérant convulsa, elle prononça finalement quelques mots dans sa langue maternelle. « Ceci est pour nous toutes ». Quand l'aube arriva et que la tempête se dissipa, les gardes entrèrent finalement dans la tente impériale. Ce qu'ils trouvèrent les laissa paralysés. Le corps de Gengis Khan gisait sur une mare de sang, les tapisseries trempées, et dans le coin, assise en silence, la jeune princesse avec la dague encore à la main. Gurbeldin n'opposa aucune résistance. Elle n'essaya pas de s'échapper ni de se défendre. On dit même qu'elle souriait. Les généraux mongols furent confrontés à un dilemme impossible. Le conquérant, l'homme qui avait bâti un empire sur la terreur, était mort castré par une adolescente. Comment maintenir le mythe du Khan invincible si la vérité éclatait ? Un empire fondé sur l'intimidation ne pouvait admettre que son chef fût tombé d'une manière si humiliante, réduit à un corps saignant par la main d'une jeune fille de 16 ans, Bessins. La décision fut rapide. Il fallait croire mentir. La version officielle dirait que le Khan était mort, des suites bonnement de blessures de bataille, ou peut-être d'une maladie soudaine, ou même d'une chute de cheval. Toute explication était préférable à l'insupportable vérité. Gurbeldin fut exécutée en silence, sans procès, sans témoin, effacée des registres officiels comme si elle n'avait jamais existé. Mais bien que l'histoire écrite tentât de l'ensevelir, la vérité commença à se répandre en murmures. Les gardes qui avaient vu la scène, les serviteurs qui nettoyèrent le sang, les femmes du harem qui entendirent dans les rumeurs, tous gardèrent une mémoire impossible à taire.
La version interdite voyagea de bouche à oreille, plus rapide que n'importe quel décret impérial. Le mythe du conquérant invincible était déjà fissuré. Sur les marchés, dans les camps, dans les couloirs cachés des villes conquises, un nom commença à circuler. Gurbeldin. Non pas comme une victime, mais comme une vengeresse. Pour les femmes qui avaient été réduites à des numéros, son geste devint un symbole. Dans les harems de l'Empire, on commença à murmurer que même l'homme le plus craint pouvait saigner, que même le plus grand monstre pouvait tomber si quelqu'un trouvait le courage suffisant pour le défier. Le système d'horreur perdura. Les fils et généraux du Khan continuèrent à répliquer ces pratiques pendant des générations. Mais quelque chose d'intangible avait changé. La mort du conquérant ne fut pas seulement la fin d'un homme, mais la fissure d'un mythe. Le pouvoir de l'Empire s'était bâti sur l'image d'un chef invulnérable, et maintenant cette image était souillée pour toujours. Ce que les chroniqueurs officiels voulurent effacer devint la graine d'une légende différente, une mémoire clandestine qui traversa les steppes en chants, poèmes et récits transmis en secret. Pour certains, Gurbeldin fut un nom maudit, pour d'autres, un phare de justice. Et dans cette tension entre mensonges officiels et vérité murmurée, se forgea l'une des histoires les plus passées coulées sous silence et en même temps les plus puissantes du Moyen-Âge. Le système ne s'acheva pas avec la mort de Gengis Khan. Ses fils et généraux héritèrent tant des terres que des méthodes, perpétuant pendant des générations un engrenage de soumission et de violence. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. La figure du conquérant invincible, ce mythe qui semblait immortel, fut brisé pour toujours. Bien que les chroniqueurs officiels tentassent de cacher la vérité sous des couches de mensonges, le souvenir de Gurbeldin circula comme une flamme clandestine qu'aucune épée ne put éteindre. L'ironie de l'histoire se révèle des siècles plus tard à travers la science. Les études génétiques modernes ont démontré qu'environ 0,5% de la population masculine mondiale, environ 16 millions d'hommes, descendent indirectement de Gengis Khan, non par ses épouses officielles, mais par les milliers de femmes qui passèrent par Hand Paris son harem personnel et les centaines de milliers contraintes dans les stations de l'horreur. C'est la trace génétique la plus étendue laissée par un seul homme dans l'histoire, mais ce n'est pas un héritage de grandeur, mais une preuve médico-légale d'un crime continental. Chaque chromosome hérité est le témoignage silencieux d'un viol, chaque marqueur génétique une vie brisée qui n'a pas pu dire « c'est l'amercissement et... oh non, hein ?» Et pourtant, les livres scolaires continuent de romantiser le conquérant. On exalte sa stratégie militaire, son rôle dans l'unification des steppes, son contrôle des routes commerciales de la soie. L'océan de corps sur lequel son empire fut bâti est à peine mentionné. L'existence de 7000 femmes dans son harem, ou de 300 000 dans des stations de viol systématiques, est reléguée à des notes de bas de page. Le génocide par l'utérus est présenté comme une simple tactique de guerre, comme s'il s'agissait d'un détail mineur au lieu du cœur de sa domination. Mais les femmes des peuples conquis n'oublièrent jamais la vérité. Elles survécurent dans des chants en-gouttes murmurés en cachette, dans des poèmes persans qui échappèrent à la censure, dans des berceuses chinoises transmises de mères pères en filles. Dans toutes celles-ci, Gengis Khan n'apparaît pas comme un héros, mais comme un monstre dont il faut se protéger. Et dans ces mêmes traditions, Gurbeldin n'est pas effacé, mais transformé en symbole. La preuve que même le pouvoir le plus absolu peut être brisé par la patience et le courage d'une seule personne. Car au final, Gengis Khan ne mourut ni en grand stratège, ni en conquérant glorieux. Il mourut tel qu'il avait vécu, au milieu de la violence. Et il fut atteint par la justice inattendue d'une adolescente qui refusa d'accepter son destin. Temujin, l'enfant, qui confondit la douleur personnelle avec un droit de posséder et de dominer, finit réduit à ce qu'il avait toujours été, un violeur rattrapé par la vengeance de l'une de ses victimes. L'héritage de Gurbeldin est différent. Son nom fut effacé des registres, mais il fut gravé dans la mémoire collective de ceux qui connurent la vérité. Pour elle, pour celles qui survécurent à l'horreur, ce fut la confirmation que même le plus grand monstre peut saigner. Et ce souvenir transmis en secret au fil des siècles est la véritable faille dans l'histoire officielle. C'est, en dernière instance, le contraste qui définit l'Empire mongol. D'un côté, l'expansion militaire la plus rapide de l'histoire, embellie dans les récits des vainqueurs. De l'autre, un océan de violences sexuelles institutionnalisées, dont les échos battent encore dans l'ADN de millions de personnes.
Et entre ces deux extrêmes, une voix qui s'élève comme un symbole de résistance, celle d'une jeune fille de 16 ans qui a transformé la peur en courage et le silence en justice.